Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était philosophe, qu'il était membre de l'association Devoir de Résistance et qu'il est également signataire du CNR, de l'appel du CNR-RUE. Donc je vais lui passer la parole tout de suite. Vu l'heure qu'il est, je pense qu'on ne va pas pouvoir réagir à sa réaction. Mais de toute façon, on se retrouve après le repas pour reprendre ce débat, même s'il va partir sur d'autres bases. Oui, bien bonsoir. Je vois le débat qui a commencé à se mener, visiblement. Je crois qu'effectivement, les catégories de droite et de gauche sont aujourd'hui des choses qui nous empêchent de voir clair. Nous empêchent de voir clair, mais pas aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, ça fait un siècle et quelques que ces catégories s'imposent comme la grille de lecture de la vie politique. Or, c'est une mystification. Et je ne dis pas d'hier, depuis plus d'un siècle. Droite-gauche, ça désigne l'opposition au sein des nouvelles classes dominantes à la Révolution française. Il y a ceux qui sont pour le veto royal, c'est la droite, et ceux qui sont contre, c'est la gauche. Quand le mouvement ouvrier se crée dans le 19e siècle, le mouvement ouvrier ne fait partie ni de la droite ni de la gauche, il est en dehors de ce clivage. En dehors. Parce que c'est pour le Parti socialiste de l'époque, le parti de Gued, le parti de Lafargue, de Longuet, etc. Pour eux, droite-gauche, c'est une bataille au sein des classes dominantes. Point final. Et que le Parti des ouvriers n'est pas un supplétif d'une des fractions de la classe dominante contre l'autre, il est un parti indépendant qui a sa propre politique. Et je crois que ça c'est le point de départ. Pour des raisons qui sont parfaitement justifiables, à partir de l'affaire Dreyfus, on a vu le Parti socialiste, SFIO, bientôt en 1904, quand il va y avoir l'unification de tous les socialistes, qui va devenir l'allié de la fraction gauche de cette république bourgeoise. Et alors qu'il y a au départ des raisons légitimes, l'histoire de Dreyfus et puis tout ce qui tourne autour, on comprend parfaitement qu'ils se sont engagés de ce côté-là, mais ensuite c'est devenu une habitude. Et on a fini par penser que nous avions des intérêts communs avec les bourgeois radicaux. Eh bien non, nous n'avons pas d'intérêt commun à long terme. Dans telle ou telle bataille précise, on peut toujours faire une alliance avec le diable et avec la grand-mère du diable, mais sur le fond, il y a un intérêt irréductible qui oppose les travailleurs et le capital, c'est tout. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on a rajouté à ce clivage droite-gauche? Le parti du progrès et le parti de la conservation. Mais moi, je ne suis pas le parti du progrès. Le progrès, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis pour la conservation des acquis sociaux, je suis pour la conservation de la culture, je suis pour la conservation de la souveraineté nationale. Donc, je suis un conservateur. Je ne suis pas un homme de progrès. Et toutes ces catégories, elles nous empêchent de voir clair. Et aujourd'hui, ce qui fait que Mme Le Pen a pris le poids qu'elle a pris, eh bien, c'est précisément parce qu'en face, personne n'a le courage de rompre avec ça. Si les gens qui se disent du front de gauche avaient dit nous sommes pour la sortie de l'Union européenne, l'euro, ça suffit, eh bien, Mme Le Pen ne serait pas à 20%. C'est eux qui auraient ramassé la liste. Bien, alors on me dit qu'on a finalement jusqu'à 19h15. Je pensais qu'on s'arrêtait à 18h30. Donc, l'intitulé de ce débat, au départ, c'est la nation, la République, la démocratie et l'Union européenne. Donc, Denis, tu auras le temps de faire ton exposé. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps derrière de tout de suite revenir vers la salle, mais on peut le faire après. Hein. Donc, je vais te repasser le micro. C'est reparti. Il y a un nouveau CDD. Voilà. Bien, alors, c'est que vous avez pas vu quelque chose. Voilà, alors, puisqu'on va parler de la question de la nation, de la démocratie,
précise, je crois qu'il faut d'abord rappeler d'où nous venons. La question nationale a toujours été liée à l'histoire du mouvement ouvrier. Il faut rappeler simplement ce fait, c'est que le grand meeting à St. Martin Halls, qui en 1864 aboutit à la fondation de l'Association internationale des travailleurs, a deux thèmes, l'indépendance de la Pologne et l'indépendance de l'Irlande. C'est pas par hasard du tout. Et puis il va s'ajouter d'ailleurs un troisième thème national dans cette association internationale des travailleurs, c'est la question de l'unité italienne, qui va être représentée par les mazzinistes qui font partie de l'AIT. Alors, pour les esprits un peu binaires qui tentent de monopoliser le débat aujourd'hui, ça semble bizarre que l'internationalisme commence par les revendications d'indépendance nationale. Ça n'est pas bizarre du tout en vérité, c'est que d'abord, l'indépendance nationale, elle suppose la liberté des peuples. Et comme le disait Marx, un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Et que par conséquent, les ouvriers anglais avaient intérêt à l'indépendance de l'Irlande, de la même façon que les ouvriers russes avaient intérêt à l'indépendance de la Pologne. Et de ce point de vue, il n'y a nulle contradiction entre la défense de la nation et l'internationalisme. D'ailleurs, le mot même internationalisme, il suppose bien qu'il y a des nations. Ce qu'on oppose aujourd'hui à cet internationalisme, ce n'est pas un internationalisme, c'est un mondialisme qui suppose la dissolution des nations. On voit, il y a même des sites qui se prétendent révolutionnaires qui s'appellent mondialisme.org. Mondialisme. Voilà. Alors, ce qui a engendré la méfiance vis-à-vis de la question nationale, nous le savons tous, puisque nous sommes en 2014, normalement on a dû entendre parler de cette commémoration, c'est que les nationalismes sont déchaînés en Europe. Nationalismes qui sont la maladie de la nation. Et ces nationalismes, ils ne sont pas liés au fait que les peuples défendaient leur souveraineté nationale, ils sont liés à ce qui est la destruction même de l'État-nation, à savoir l'impérialisme. Et je crois qu'ici, il y a encore des confusions considérables qui sont faites. Le Reich allemand, le second, comme la République française dont Engels disait quand il était en colère qu'elle n'était qu'un empire sans empereur, la troisième, parce qu'elle était à la tête d'un empire colonial, c'était donc bien un empire sans empereur. Ce qui les motive, ce n'est pas les haines nationales, fondamentalement c'est le partage du monde, c'est-à-dire c'est l'impérialisme. Et l'impérialisme est justement non pas le paroxysme de l'État-nation, mais sa décomposition. Là-dessus, vous savez peut-être qu'on cite souvent Hannah Arendt et ses essais sur le totalitarisme pour en déduire que le communisme et le fascisme c'est la même chose. Or on oublie toujours que Hannah Arendt elle commence par un livre qui s'intitule L'impérialisme. Dans son analyse du système totalitaire, il y a en trois phases, il y a l'impérialisme, l'antisémitisme et le système totalitaire. Et le premier livre s'appelle L'impérialisme. Et dans ce livre, elle montre que l'impérialisme, c'est d'une part la subversion de l'espace public par les intérêts privés, et c'est bien ce qui se passe, l'État est au service de la conquête coloniale qui est au service de quelques grands groupes, et donc la destruction de ce qui fait l'essence de la politique et de l'État-nation. Et donc, c'est pas à proprement parler, ce n'est pas le nationalisme qui est à la cause de la guerre. Ce qui est la cause de la guerre, c'est l'impérialisme, qui porte en lui-même la guerre comme la nuit et l'orage, ainsi que le disait Jean Jaurès. Alors, de ce point de vue, je crois qu'il y a un deuxième aspect qui nous a rendu un peu aveugles sur ce rôle de la question nationale, c'est qu'au fond, pour les gens de ma génération, je parle, nous sommes venus à la politique dans le sillage des luttes contre le colonialisme. Et pour nous, la question nationale, elle se posait, en fin de compte, à sens unique. Voilà, bon, moi j'étais un peu trop jeune pour avoir, quand même, dans mon grand âge, pour avoir connu la guerre d'Algérie, mais les militants que j'ai rencontrés, les plus âgés, ceux qui nous ont fait rentrer dans la vie politique, eh bien, parmi eux, il y avait des porteurs de valises du FLN, par exemple. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à se former. Et puis, Jacques et moi, puisqu'on a à peu près le même âge, on a commencé comment? Par les manifestations contre la guerre au Vietnam. Une guerre dont on devrait rappeler régulièrement combien de millions de morts elle a fait, et puis combien elle continue de faire d'ailleurs, grâce aux excellentes inventions de la firme Monsanto, de son excellent agent orange, qui continue de tuer des dizaines de milliers de Vietnamiens tous les ans.
Et donc on a vu la question nationale essentiellement sous l'angle de l'émancipation des peuples colonisés par rapport aux puissances impérialistes. Et je crois que ce qui est aujourd'hui en train de nous éclater au nez, c'est qu'elle ne pouvait pas se réduire à ça. Et les modifications du système capitaliste dans son ensemble, la destruction du système de l'URSS et des pays d'Europe de l'Est et la fin du rideau de fer, on a fêté, je crois, hier ou aujourd'hui, les 25 ans de la fin du mur de Berlin, la fin du système stalinien, il faut bien le dire, tout ça a développé une nouvelle configuration, dans laquelle ce qui s'est développé, c'est d'une part le développement d'institutions supranationales et la mise en place d'une ce qu'ils appellent une gouvernance mondiale, à la place du gouvernement des hommes, vieille histoire politique, on met cette gouvernance qui est une sorte de régulation des flux financiers. Et au centre de cette gouvernance mondiale, il y a évidemment la construction de l'Union européenne, qui en est le plus beau fleuron. Et s'est développé aussi ce qu'on appelait la mondialisation, et cette mondialisation, il faut lui donner son vrai nom, c'est une guerre que mène le capital pour s'assurer la suprématie totale sur le monde. Voilà. Et puis, il y a un dernier élément qu'il faut signaler, parce qu'il joue son rôle dans l'appréciation qu'on doit avoir, c'est qu'on était habitué à ce qu'il y ait les vieilles puissances impérialistes, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et même, j'ai connu des groupes qui théorisaient l'idée qu'il ne pouvait pas y avoir de nouvelles puissances impérialistes, que les bourgeoisies des pays colonisés ne pourraient jamais devenir des véritables bourgeoisies nationales intervenant pour leur propre compte sur le marché mondial. Or, précisément, on l'a vu se développer à travers ce qu'on appelle les BRICS, par exemple. Hein. Alors, on a effectivement le cas du Brésil, le cas de l'Afrique du Sud, pour le B et le S des BRICS, et puis on a vu apparaître la puissance chinoise, hein, qui est aujourd'hui un acteur clé du système capitaliste mondial. C'est l'usine du monde, c'est quand même là que se produit essentiellement la plus-value. La plus-value ensuite elle est redistribuée par les divers mécanismes de la concurrence intercapitaliste, mais elle se produit quand même massivement en Chine, en Inde, et puis en Russie. Et l'apparition de ces nouvelles puissances modifie singulièrement le paysage par rapport à ce que nous avions connu dans les années 50, 60, 70, 80. Hein, il y a quelque chose de fondamentalement nouveau. Voilà. Alors, dans cette situation, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a un grand perdant, ça a été le mouvement ouvrier. La classe ouvrière est en quelque sorte pulvérisée en tant que classe consciente d'elle-même, hein, pour reprendre la vieille terminologie. Et ça nous oblige d'un certain point de vue à repartir à zéro, dans bien des domaines. Et comment est-ce qu'on peut repartir à zéro? Eh bien, je crois en retrouvant un cadre politique. Et ce cadre politique, eh bien, c'est celui qui surgit spontanément, pas seulement chez les ouvriers, dans tout le petit peuple. Le popolo minuto, comme disait mon maître Machiavel, qui s'oppose au popolo grasso, le peuple gras de ceux d'en haut. Dans le peuple, eh bien, ce qui revient, c'est de vouloir récupérer la possibilité d'être maître chez soi, tout simplement. Maître chez soi. Ne pas se laisser dicter par des puissances étrangères la manière dont on doit vivre, ce qu'on a le droit de consommer ou de ne pas consommer, etc. etc. Et je crois que ce qui ressurgit avec force en Europe, c'est la revendication de l'État-nation. Et c'est peut-être autour de cette revendication que quelque chose va pouvoir se reconstruire. Revendication de l'État-nation, parce que l'État-nation, il a un gros avantage. Il n'est ni l'État communautaire ethnique fondé sur les liens du sang, ni le cosmopolitisme des capitalistes. Pour parler en termes philosophiques, il n'est ni le particulier, ni l'universel abstrait. Il est une médiation qui unit le particulier, nous parlons cette langue, nous partageons cette histoire, nous avons cette communauté de vie et de destin dont parlait Bruno Bauer dans son bon livre sur la question nationale et la social-démocratie.
il est dans la particularité, et en même temps, comme c'est un État politique, il est dans l'universel. C'est ça la grosse différence avec les divers communautarismes. Le communautarisme, il est basé sur quoi? On est tous descendants d'un tel. Ben non, surtout en France, on est tous descendants d'un peu tout le monde, parce que comme on est au bout de l'Europe, de toute façon, les migrations successives ne pouvaient pas aller plus loin tant qu'elles ne traversaient pas l'Atlantique. Hein. Donc, on a été le brassage de tout ça. Donc, on n'est pas une race, pas une ethnie, on est une nation politique. Et ce caractère politique de l'État-nation, il est précisément ce qui permet d'en voir toute la valeur et toutes les potentialités. Et la question, à mon avis, qui va se poser pour nous tous, hein, qui réfléchissons aux moyens de reprendre le combat, la question, eh bien, c'est que derrière la nation peut se forger, j'allais dire, un bloc de classe, hein, un bloc de classe qui va souder toutes les couches de la population qui veulent redevenir maîtres chez soi. Alors, ce bloc de classe, il n'est pas réductible à la classe ouvrière, même si la classe ouvrière a sa place éminente à jouer dedans, mais il englobe tous ceux qui, j'allais dire, tous les travailleurs dépendants et les travailleurs indépendants. Tous ceux qui sont obligés de relever leurs manches de chemise pour gagner leur vie. Ça fait du monde, hein? Ça fait du monde. Et si tout ce monde-là peut se mobiliser autour d'une perspective politique commune, on verra que ceux d'en haut ne sont pas très nombreux. Et que la grande majorité, elle est en bas. Elle est dans le peuple d'en bas. Et c'est le mouvement du peuple. Et ce peuple, il est divers. Il n'est pas le peuple de gauche. Ben alors, parce que la gauche n'a pas été majoritaire dans le peuple pendant très longtemps. Enfin, il faut savoir que la France a quand même voté à droite depuis pas mal de temps. Hein. Quand Mitterrand est élu en 81, il n'était pas majoritaire chez les smicards. C'est Giscard qui a gardé la majorité. Hein, vous voyez. Donc ce peuple, il vote des fois à droite, et puis des fois même à l'extrême droite. Ben, il fait partie de ce peuple. Quand des gens des classes populaires votent pour Madame Le Pen, ils ne votent pas parce qu'ils sont devenus racistes. Il y a un peu de ça des fois, il y a un peu du racisme, mais bon, on ne va quand même pas tous commencer à faire notre examen de conscience, savoir si on est parfait moralement. Non, non. Ils votent pour Mme Le Pen, parce que Mme Le Pen leur dit on va rester les patrons chez nous. Et c'est la seule motivation. Il n'y en a pas d'autre. Et parce qu'elle est la seule à dire clairement avec moi, nous allons sortir de l'Union européenne. C'est pas vrai, tout le monde le sait, de toute façon, ce ne sera pas elle, parce que pour un tas de raisons, elle ne prendra pas le pouvoir en 2017, ça on peut déjà le dire. Tout ça, c'est des blagues, hein, des choses sur lesquelles on est en train de nous amuser pour nous faire peur, pour nous empêcher de penser, là aussi. Et pour permettre l'union nationale, parce qu'au bon moment, dire Madame Le Pen est un danger si terrible qu'il faut que Juppé et Hollande se serrent les bras et que chacun vote pour son voisin pour empêcher Madame Le Pen. C'est-à-dire, elle est une pièce du système qu'elle dénonce. Hein. Voilà. Bon. Donc c'est pas ça la question. Hein. Donc tous ces pauvres gens qui votent pour Madame Le Pen, ils seront sérieusement déçus par elle. Mais c'est pas grave, parce que si en face on est capable de donner une alternative qui va clairement dire que nous voulons rester des maîtres chez nous, que nous voulons récupérer notre souveraineté nationale, que nous n'avons pas envie qu'on nous dicte quelle est la taille de notre budget, parce que le budget c'est la compétence du souverain, et le souverain chez nous s'appelle le peuple, ou plus exactement la nation, car la Déclaration des droits de l'homme dit que la souveraineté réside essentiellement dans la nation. À partir de là, toutes ces couches de la population pourront se souder. Alors, on pourrait évoquer les revendications matérielles, mais je vais aussi évoquer les revendications culturelles. Oui, nous allons défendre notre culture, défendre notre langue, défendre ce dont nous voulons. Et de ce point de vue, je crois que c'est une alliance des couches travailleuses et des intellectuels. Et des intellectuels qui ne se résignent pas à voir la culture bafouée, l'instruction transformée en manipulation de tablettes pour le plus grand bien des marchands de quincaillerie, etc., etc. Et je crois qu'il faut, ici je vais prendre une expression qu'on trouve chez Gramsci, il nous faut une réforme morale, nationale et populaire. Voilà. C'est l'expression que Gramsci proposait
pour son bloc historique. Et je crois que c'est quelque chose qu'on devrait essayer de mettre en musique aujourd'hui. Par rapport à ça, la question de l'Europe, l'Union européenne, je crois qu'on ne va pas en discuter, je crois qu'on est tous d'accord ici, hein, c'est une machine à broyer les peuples, à détruire les nations, qui a fonctionné aussi sur quelque chose qu'il faut de temps en temps se remettre en tête. Il y avait un alibi, c'est que l'Union européenne, ça permettrait que ça ne soit plus jamais ça. Les peuples européens n'ont pas envie de se refaire la guerre, donc il faut prendre aussi en compte cette idée-là, cette petite musique, mais peut-être en montrant aujourd'hui que justement que l'Union européenne, c'est la guerre. Regardez où sont engagées les troupes françaises au nom de l'Union européenne, à peu près partout. Il y a un jeune homme, un jeune soldat qui est mort il n'y a pas bien longtemps au Mali, le sergent-chef Thomas Dupuis, il avait 32 ans, il est mort au Mali parce que nous avons décidé de continuer de faire des guerres coloniales, tout simplement. Parce qu'au Mali, on ne défend pas la démocratie contre les horribles islamistes qu'on finance par ailleurs, partout au Qatar, etc. Non, non, au Mali, on défendait la France-Afrique. Alors ça, on doit le dire aussi très clairement, un peuple qui en a pris un autre ne saurait être libre. Donc, pas de colonialisme, pas un poil de colonialisme. Je reviens sur l'UE, 2 mots. Je fais partie de ceux qui, pendant très longtemps, comme mon ami Tony Andréani, que vous connaissez peut-être, vous avez certains de ses textes sur le site de la Sociale, qui ont longtemps pensé qu'on ne pouvait pas s'opposer frontalement à l'Union européenne, qu'une stratégie réformiste était peut-être meilleure. Une stratégie réformiste qui peut se résumer en... Je vais donner dans mes propositions dans un livre de 2005 qui s'appelait Revivre la République, justement. Tony Andréani en a donné d'autres sur notre site. L'idée, de toute façon, c'était de, à la fois, renationaliser la politique, récupérer les compétences dans tous les domaines où elles commençaient à nous échapper, mais garder une espèce de cadre commun. Moi, mon idée, c'est que, au fond, on devrait signer en Europe une sorte de traité de paix perpétuel qui définit une politique extérieure commune. Politique extérieure commune qui, là, permettait d'envisager une sorte d'organisation confédérale acceptable, une association de nations libres et égales entre elles, suivant le grand thème de Kant dans le traité de paix perpétuel qui date de 1795, quelque chose comme ça. Bon. Je crois qu'aujourd'hui, cette position réformiste est dépassée parce qu'il n'y a plus de force pour l'appuyer, de force, disons, qui pourrait y faire écho à l'intérieur du système de l'Union européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix stratégique que celui de la rupture. Dire non à l'Union européenne, nous n'acceptons plus. Il faut dire, il faut sortir, il ne faut pas se cacher derrière les mots. C'est parce que Mme Le Pen dit que nous sommes au mois de novembre, que je veux dire au mois d'octobre. Hein. Donc elle dit qu'il faut sortir de l'Union européenne. Moi aussi, il faut sortir de l'Union européenne. Il faut sortir de l'euro, hein, c'est-à-dire de cette monnaie allemande. Il faut cesser que le président de la République française soit le vice-chancelier de Mme Merkel, comme le dit très justement Emmanuel Todd. Hein. Il faut donc reprendre nos billes, récupérer notre capacité d'agir de façon indépendante. Ça ne signifie pas que nous déclarons la guerre aux autres, au contraire. D'ailleurs, je pense que le premier qui fera ce geste sera encouragé par d'autres peuples. Je pense que ni les Grecs, ni les Portugais, ni les Espagnols, je parle du peuple espagnol, pas de leurs dirigeants évidemment, ne voient l'Europe d'un meilleur œil que nous. Hein. Ils en ont peut-être payé un prix beaucoup plus élevé que le nôtre pour l'instant. Je pense notamment aux Grecs, mais aussi aux Portugais. Hein. Quand on connaît un petit peu le Portugal, la situation n'est quand même vraiment pas très bonne. Je crois que d'autres peuples nous rejoindraient sans problème. Alors, ça signifie aussi que on doit être capable de promouvoir de nouvelles coopérations. Voilà, nous ne sortons pas de l'Europe pour faire la guerre aux autres, nous sortons de l'Europe pour rétablir des relations de bon voisinage. Hein, je vois que c'est très simple, tout le monde sait ce que c'est dire bon voisinage. Bon voisinage, c'est-à-dire que je suis prêt à prêter mes clés à mon voisin pour qu'il arrose mes plantes et qu'il nourrisse mon poisson rouge pendant que je suis en vacances. Moi, je lui offre autant quand il partira en vacances. Mais ça veut dire que tu ne viens pas me dire comment j'organise mes meubles, comment je repeins ma salle de bain, ça me regarde. Voilà, égalité entre nations souveraines. Mais on peut se prêter le motoculteur pour faire le jardin. C'est-à-dire qu'il y a une coopération économique possible. On peut aussi
surveiller la maison pendant que les autres sont en vacances. La question de la défense, elle est posée. Toutes ces questions peuvent être posées, mais sur la base de nations égales. Une union de nations souveraines en Europe. Je crois que c'est la perspective que nous devons opposer à cette Union européenne, qui n'est pas d'Union européenne, qui n'est que la vassalisation de l'Europe. Alors derrière les États-Unis, mais parfois même on se demande, parce que le problème de l'impuissance même des Américains rend toute cette construction extrêmement fragile, et nous ne savons pas du tout où tout ça terminera. Des fois j'ai envie de dire comme la chanson d'Orelsan, tout ça, ça va finir mal. Mais on va essayer que ça finisse pas mal, justement.